Selon certains, des êtres humains pourraient fouler son sol d'ici 5 à 10 ans, et même y vivre dans un avenir assez proche. Est-ce vraiment sérieux? Ce projet est-il réaliste? C'est ce qu'on va explorer dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin dans cette aventure incroyable vers la planète rouge, prends juste 3 secondes pour faire partie du voyage. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer des prochaines révélations. Écris en commentaire le mot « Mars ». Si toi aussi tu crois que l'humanité est prête à franchir cette étape. Partage cette vidéo à quelqu'un qui rêve d'espace ou de futur, et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas découvrir pourrait complètement changer ta vision de la vie. Et une surprise t'attend. Personnage, vous le connaissez, Elon Musk, le célèbre milliardaire américain PDG de l'entreprise SpaceX, spécialisée dans la construction de fusées et de vols spatiaux. Son rêve le plus cher, dans tous les sens du terme, c'est d'envoyer des êtres humains sur Mars. And one day, we will indeed occupy Mars. Il envisage d'y construire une ville autosuffisante, un projet qui nécessitera la fabrication de 1000 vaisseaux spatiaux. Mars ne fait pas rêver qu'Elon Musk et la NASA. D'autres agences spatiales sont impliquées dans le projet. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, les agences canadiennes et japonaises. Un autre grand pays lorgne aussi sur la planète rouge, la Chine. Alors pourquoi vouloir aller sur Mars? Eh bien, parce que c'est dans la nature humaine de toujours vouloir aller plus loin. Après la conquête de la Lune, à la fin des années 60, Mars est l'astre le plus accessible et le plus accueillant. Comme la Terre, c'est une planète tellurique. Son sol est constitué principalement de roches et de métaux, ce qui permet de s'y poser et de s'y déplacer. D'ailleurs, depuis 1971, de nombreuses sondes robotisées ont arpenté sa surface. 3 sont encore en activité. Ensuite, Mars est à notre portée. Comparée à d'autres planètes comme Jupiter ou Saturne, elle est assez proche de la Terre. Enfin, assez proche, tout est relatif. Il y règne un froid de canard, moins 63 degrés en moyenne, avec des écarts de température très importants. 20 degrés le jour au niveau de l'équateur, moins 143 la nuit. Sa très maigre atmosphère est totalement irrespirable. La nôtre contient 78% d'azote et surtout 21% d'oxygène. Celle de Mars est composée à 96% de CO2. La pression est également beaucoup plus faible que sur Terre. Comble de malchance, on ne trouve pas la moindre trace d'eau liquide à sa surface, ni rivière, ni mer, ni océan. Ça fait beaucoup d'obstacles, mais pas suffisamment pour décourager les scientifiques. Encore faut-il s'y rendre, et ça, c'est une autre histoire. La Lune se trouve à environ 384 000 km de la Terre. En juillet 1969, l'équipage d'Apollo 11 a mis 4 jours et 13 heures pour l'atteindre. C'est un long voyage, mais ce n'est rien comparé au temps qu'il faut pour se rendre sur Mars. Avec les fusées classiques dont nous disposons actuellement, il faut compter entre 6 et 8 mois. La distance qui nous sépare de la planète rouge est sans commune mesure avec celle qui nous sépare de la Lune. 62 millions de kilomètres. En moyenne, car cette distance ne cesse de changer. Pourquoi? Eh bien, parce que les deux astres sont en mouvement autour du Soleil et qu'ils n'en sont pas à la même distance. Ils n'en font donc pas le tour à la même vitesse et qui plus est, ils se trouvent sur des orbites qui ne sont pas circulaires mais elliptiques. Mars fait le tour du Soleil en l'équivalent de 687 jours, alors que la Terre, vous le savez, ne met que 365 jours. Ce qui signifie que la distance entre les deux planètes varie considérablement, de 55 millions de kilomètres à 400 millions de kilomètres. Pour atteindre Mars en seulement 6 à 8 mois, il faut donc choisir le bon créneau. Le départ doit avoir lieu au moment où le Soleil, la Terre et Mars sont presque alignés. À ce moment précis, les deux planètes sont presque au plus proche. Alors certes, la planète Mars va continuer à se déplacer après le décollage, pendant le voyage. C'est un peu comme si le vaisseau courait derrière pour la rattraper. Mais ça reste le trajet le plus court. Ces conditions sont très rares. Une fenêtre de tir ne s'ouvre que tous les 26 mois. Alors ça,
On sait le faire. Les agences spatiales tiennent compte de cette mécanique céleste à chaque fois qu'elles envoient une sonde en direction de la planète rouge. Pour envoyer un engin sur Mars, la distance n'est donc pas un obstacle en elle-même. Mais si on parle de mission habitée, alors là, ça change tout. Nos organismes sont-ils armés pour supporter un voyage dans le cosmos qui devra durer à minima 2 ans? Et oui, 2 ans, car il faut aussi penser au voyage retour. Pour évoquer les risques que comporte un tel voyage pour l'organisme des spationautes, j'aurais pu prendre l'exemple de Thomas Pesquet. Il a passé, vous le savez, 2 séjours de 6 mois à bord de l'ISS. Mais je vais plutôt vous parler de ces 2 hommes, Scott Kelly et Mikhail Kornienko. En mars 2016, ils ont regagné la Terre après 340 jours passés à bord de l'ISS, presque 1 an. Le but de l'opération était de préparer une future mission habitée sur Mars. Là-haut, ils ont subi une batterie de tests pour étudier les effets à long terme de la microgravité sur l'organisme humain. Et le résultat a été sans appel. À leur retour, les 2 spationautes n'étaient pas au mieux de leur forme. Leur capacité pulmonaire avait diminué et leurs muscles thoraciques étaient atrophiés. De retour sur Terre, ils avaient des difficultés à respirer. Ils avaient aussi du mal à marcher, tant leurs muscles avaient fondu, et ce, malgré les exercices physiques qui leur avaient été imposés dans l'ISS. On a dû les porter hors de la capsule. La pesanteur n'a pas épargné non plus leur système cardiovasculaire. Durant 1 an, leur cœur n'a pas eu à fournir le même effort pour propulser le sang à travers le corps. Cette situation a entraîné la fonte de leurs muscles cardiaques et des problèmes sévères de pression artérielle. Les 2 hommes ont mis plusieurs mois pour retrouver la forme. Et finalement, une fois sur pied, ils se sont quand même dit partants pour renouveler l'expérience. Dans l'espace, les astronautes doivent faire face à un autre danger, les rayonnements cosmiques. Il s'agit de particules d'énergie qui proviennent d'éruptions solaires ou qui sont produites par des étoiles en fin de vie dans des galaxies lointaines. Elles traversent l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière et peuvent faire de gros dégâts sur les cellules du corps humain. En pénétrant à l'intérieur de celles-ci, ces particules provoquent des mutations susceptibles d'entraîner des cancers. Les scientifiques mettent donc tout en œuvre pour concevoir une protection contre les rayonnements. L'Agence spatiale européenne, par exemple, se sert de l'accélérateur de particules de Darmstadt, en Allemagne, pour tester différents matériaux de blindage contre les rayons. Ensuite se pose la question des vivres et de l'eau pour alimenter les passagers du vaisseau spatial pendant 8 mois aller et 8 mois retour. Impossible de transporter un tel chargement à bord. Ça prend trop de place et c'est trop lourd. Chaque gramme compte au moment du décollage. Ils devront donc les produire en cours de route. Et ça, c'est un sacré challenge. Pour résoudre ce problème, les agences spatiales multiplient les projets. La NASA, par exemple, tente de développer un prototype de serre biorégénérative qui produira des légumes et des fruits à l'intérieur du vaisseau. Ce dispositif sera aussi conçu pour libérer de l'oxygène tout en purifiant l'air ambiant du dioxyde de carbone. Pour l'eau, on mise sur le recyclage des urines. Les astronautes qui sont à bord de l'ISS ont montré que ça fonctionne très bien. Grâce à un système très perfectionné de purification, ils ont réussi à recycler 98% de leurs urines et de leur sueur. L'urine pourra aussi être utilisée pour nourrir la spiruline, une algue très riche qui devrait permettre à elle seule d'assurer 20% des besoins nutritifs journaliers des occupants du vaisseau. On est parti? Eh bien, pas tout à fait. Car il y a une autre question qui se pose, pas matérielle celle-ci. Comment les futurs occupants du vaisseau vivront-ils psychologiquement le confinement durant ces longs mois de voyage? Que se passera-t-il, par exemple, si un astronaute souffre tout à coup de claustrophobie ou bien si un conflit éclate à bord du vaisseau spatial? En cas de crise, il ne pourra pas rentrer comme il en aurait la possibilité dans l'ISS. Pour mesurer ces risques, plusieurs programmes expérimentaux ont été menés sur Terre, simulant les conditions de vie rencontrées par un équipage lors d'une mission aller-retour vers la planète Mars. Le plus connu, c'est le programme russe Mars 500 qui s'est déroulé en 2010-2011. Durant 520 jours, 6 volontaires triés sur le volet ont été confinés dans un espace qui simulait un vaisseau spatial.
Et bonne nouvelle, l'expérience est arrivée à son terme sans qu'aucun incident entre les participants n'ait été signalé. En revanche, il reste un paramètre que l'on ne peut pas mesurer. C'est l'incidence qu'aura l'éloignement de la Terre sur le moral des astronautes durant leur périple. Plus ils progresseront vers Mars, plus ils perdront le contact visuel avec la Terre. Tenez, regardez ce qu'ils verront en regardant la Terre. Un tout petit point lumineux, à peine visible. Oui, c'est ça, la Terre vue depuis Mars. Ça fait rêver, mais ça fait aussi un peu peur. Après 8 mois de voyage dans le cosmos, nos explorateurs sont enfin arrivés sur la planète rouge. Ouf! Eh bien non, pour eux, le plus dur reste à venir. Vous vous souvenez, au début de cette vidéo, je vous ai parlé des conditions extrêmes qui règnent sur Mars. Le froid intense, l'absence d'eau liquide et bien sûr, le manque d'oxygène pour respirer. Or, les futurs colons ne pourront pas transporter l'air dont ils auront besoin. Il faudra le produire. Et pour cela, plusieurs pistes sont à l'étude. Les scientifiques américains misent par exemple sur des bactéries, des cyanobactéries. Dans une étude publiée en février 2022, ils ont démontré que ces micro-organismes pourraient produire l'oxygène nécessaire aux futurs explorateurs. Comment ? En transformant le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère martienne en oxygène grâce à la photosynthèse, ce que font tous les végétaux. L'une des prochaines étapes va donc consister à transporter ces micro-organismes sur Mars pour les tester en conditions réelles. Une autre piste vise à séparer le carbone et l'oxygène qui composent le CO2 et à récupérer l'oxygène. Baptisé MOXIE, ce dispositif existe déjà. Il a été testé lors de la mission Persévérance en 2021. Et chose à peine croyable, il a permis de produire une quantité d'oxygène suffisante pour permettre à un humain de respirer pendant 100 minutes. Je vous le rappelle, sur Mars, il n'y a pas d'eau liquide. Toutefois, l'espoir d'en produire est permis. Car l'eau a coulé sur la planète Mars il y a 3,8 milliards d'années et il en reste quelque chose. L'eau martienne se concentre sur les pôles sous forme de glace, mais aussi sous la surface du sol martien. Depuis quelques années, les ingénieurs de la NASA travaillent sur l'élaboration d'une carte détaillant les principaux points d'eau qui se trouvent sur la planète. Et grâce à ces données, ils se sont aperçus qu'une grande partie de la glace enfouie sous la surface ne se trouvait qu'à quelques centimètres de profondeur seulement. Autrement dit, une fois sur place, les astronautes n'auront pas forcément besoin de machines ultra perfectionnées pour accéder à l'eau, de simples pelles pourraient suffire. Grâce à cette eau, on pourra donc faire pousser des légumes, mais là encore, les choses ne seront pas aussi simples. Les rayonnements cosmiques, dont on a parlé tout à l'heure, les températures très basses qui règnent sur Mars et l'atmosphère saturée en dioxyde de carbone ne permettent pas de faire pousser des légumes en plein air. Pour obtenir de belles tomates bien rouges, des haricots bien fermes et des choux de bonne taille, il faudra les protéger en les cultivant sous serre, sur un sol enrichi en nutriments. La plupart de ces fruits et légumes auront également besoin de lumière pour se développer. Or, ça manque un peu sur la planète rouge. Mars étant plus éloignée du Soleil, elle ne reçoit que 40% de la lumière dont nous disposons sur Terre. Si l'on veut espérer obtenir quelque chose, il faudra donc installer des éclairages artificiels. Vous l'avez compris, le rêve d'Elon Musk d'envoyer des hommes sur Mars dans les 5 ans à venir est très ambitieux. Quant à installer des colonies permanentes sur la planète rouge, pourquoi pas,